Si je parle sans micro, ça va, tout le monde m'entend? Oui. Parfait. D'abord, un grand merci à Muriel, la présidente, de m'avoir donné la parole aujourd'hui. C'est vraiment une très très belle journée. Moi, pareil, j'ai ma petite voix sur l'épaule, le petit canard qui me dit voilà, après tout ce beau monde, notamment après ce qu'on vient d'entendre, on a toujours ce syndrome qui est là puissant, qui nous dit qu'on n'est pas capable de. Cependant, c'est un grand, grand bonheur que de parler de ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire du leadership et des collaborateurs, les RH. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi, non pas pour parler de moi, mais que vous compreniez un petit peu la vision et la vision que j'ai et comment je vois ce leadership, notamment ce leadership au féminin. De formation, je suis thérapeute et après avoir travaillé pendant à peu près 20 ans, 25 ans en tant que thérapeute, j'ai commencé à intégrer les process de formation dans les entreprises, donc pour des grands groupes. Et j'ai vu tellement de gens en souffrance, à la fois en souffrance parce que bien sûr, comme mon nombre de kinés et d'ostéos, au départ, les interventions pour les grands groupes, c'était sur les domaines que vous connaissez tous très bien, j'imagine, que sont les TMS et les gestes et postures. Et j'ai vu tellement de gens en souffrance dans les entreprises que je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser ces gens souffrir comme ça. Et donc, petit à petit, mon parcours a évolué. Et je me suis moi-même orienté de plus en plus vers la conscience de qui on est. J'ai eu la chance de croiser des gens absolument extraordinaires dans ma vie qui m'ont moi-même éveillé. Et j'ai commencé à intégrer en fait 3 niveaux de conscience dans les formations, que ce soit sur les formations TMS ou des formations gestes postures, et qui m'ont amené petit à petit à aller vers du développement personnel, de la conscience personnelle en entreprise, de l'optimisation de la performance. Je suis expert en posturologie, donc comme on dit. L'impact de la posture comme bras de levier sur le schéma émotionnel, notamment au travers des neurosciences, notre système sympathique, parasympathique et tout notre système neuro-hormonal. Et j'intègre tout ça petit à petit, donc ça a changé un petit peu ma vision que j'avais, notamment. Alors bien sûr, je suis indépendant, mais j'ai quand même, malgré tout, un passé de manager, puisque j'ai eu la grande chance de créer une société aussi, pas en France, mais à l'étranger, que j'ai dirigé pendant quelques années avant de revenir à mon amour premier, qui était l'amour de la kiné et de l'ostéopathie. Et bien sûr, je ne suis pas une femme, mais je vais quand même essayer de parler de ce leadership au féminin. On vit dans un monde, au jour d'aujourd'hui, où tout va très 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 vite. Le monde a énormément changé. Juste pour info, rappelez-vous, 1970, 1970, c'était 3,5 milliards d'habitants sur la planète. Au jour d'aujourd'hui, c'est presque 8 milliards. Tout va de plus en plus vite, trop vite même des fois. Mais les réseaux sociaux, Internet, etc., tout a été complètement chamboulé. Et la seule chose que j'observe, moi, en tant que consultant et en tant que formateur dans les grands groupes, c'est le management qui a tendance à, lui, changer, mais alors très lentement. On est encore au jour d'aujourd'hui, dans les années 2000 au 21e siècle, donc années 2000, pas loin de 2020, avoir des managers qui continuent, qui soient, et je tiens à préciser, je pense, qu'ils soient hommes comme femmes, à manager avec des process et des préceptes des années, on va dire, 80-90, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas modulé et changé leur façon de manager. Et ce manque de management, en fait, crée énormément de souffrance derrière, que nous, en tant que formateurs, consultants, on observe chez les salariés, qui sont tout simplement, et vous allez comprendre pourquoi, et je vais revenir sur le droit au bonheur, qui ne sont pas en adéquation avec tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on parle de neurosciences. L'arrivée des neurosciences dans le management, notamment à travers des formations en neuromanagement, ont radicalement modifié la vision qu'on pouvait avoir du management et donc du leadership qui va avec. Et la conscientisation, j'aime bien utiliser ce terme de conscientisation, c'est-à-dire que les gens prennent conscience de comment ça fonctionne et comment ils fonctionnent eux-mêmes, mais comment surtout fonctionnent les autres. Nous sommes 8 milliards sur cette planète et nous sommes 8 milliards à avoir des vécus traumatiques, des vécus émotionnels, des vécus chirurgicaux, des vécus sportifs, à avoir des vécus différents. Et comme nous sommes 8 milliards à avoir des vécus différents, nous sommes donc presque 8 milliards à avoir des postures émotionnelles et des postures physiques, les deux étant liés. Vous avez, je vais vous donner des exemples, vous avez des pieds plats, et puis vous avez des pieds creux. Tout le monde connaît les pieds plats et les pieds creux. Alors, je vais vous montrer les extrêmes, mais pour que vous compreniez les schémas émotionnels et comment les gens peuvent s'adapter par rapport à ça, d'un point de vue physique et d'un point de vue émotionnel. Et surtout,
Si vous avez parmi vous, s'il y a parmi vous des gens qui ont des pieds plats ou des pieds creux, ne vous reconnaissez pas dans ce que je vais vous dire. Entre tout blanc et tout noir, il y a un nombre infini de gris. Je vais vous montrer le pied plat extrême. Le pied plat extrême, c'est le pied qui s'écroule complètement à l'intérieur, comme ça. Comme le pied s'écroule, les genoux partent en dedans, genou valgum. La personne est comme ça. Comme le genou part en genou valgum, le bassin part en rétroversion. La personne se retrouve donc avec un dos plat. Pour compenser posturalement parlant, elle va donc enrouler ses épaules. Elle va être donc plutôt dans ce schéma de posture-là, plutôt un schéma fermé, refermé sur elle-même. Une personne qui va être plutôt introvertie, qui va avoir du mal à s'ouvrir, qui va être du mal à aller, à se propulser vers les autres, etc. Et puis vous avez l'inverse. Alors ça, c'est un schéma qu'on trouve très fréquemment sur un continent, je ne sais pas si vous avez remarqué, notamment le continent asiatique, les Chinois. Il y a la majorité des Chinois qui sont sur des pieds plats. Regardez, les Chinois, quand on les met ensemble, ils sont tous ensemble. Ils ne se mélangent pas, ils sont plutôt réservés et intro. Encore une fois, ce n'est pas une généralité. Hein. Il y a des Chinois qui ont des pieds creux, il y a des Français qui ont des pieds plats, on trouve de tout partout. Mais majoritairement, c'est comme ça. Et puis vous avez le pied creux, à l'inverse. Le pied creux, c'est le pied qui se creuse. Comme le pied se creuse, les genoux, les segments fémoraux vont partir en rotation externe. La personne va donc être hyper cambrée. Et comme elle est hyper cambrée, pour s'adapter posturalement, ses épaules vont s'ouvrir vers l'arrière. Et cette personne va donc être une personne qui est plutôt extravertie. C'est un pied qu'on retrouve très fréquemment sur un continent qui est le continent africain. C'est le pied du sprinter, le pied creux. Et regardez les Africains, c'est égal. Toujours tourner vers les autres, aller vers les autres. Tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que d'un point de vue managérial, on ne va pas du tout avoir la même attitude et la même posture en tant que manager quand on est sur des gens qui sont plutôt réservés, introvertis, et des gens qui sont extravertis. On est tous sur des modes de fonctionnement totalement différents. Et forcément, par rapport à ces modes de fonctionnement complètement différents, on a des postures, des attitudes, des ressentis, des vécus, des réactions qui sont totalement différentes. Alors bien sûr, au travers de ces neurosciences, on peut comprendre d'où l'importance des formations telles que Muriel et Mme Van Boxen, la présidente, et le docteur Loretta Breuning vont animer demain, auquel j'ai le grand bonheur de participer. On peut modifier cette vision, notamment du management et du leadership. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, il faut prendre conscience que ce n'est pas toujours en fait au collaborateur de s'adapter à son management, mais c'est aussi beaucoup et souvent au manager de pouvoir s'adapter aux collaborateurs qu'il a devant lui, prenant conscience que tous les collaborateurs sont différents. Et je travaille beaucoup, Lara, ici présente, et en est témoin, avec un groupe en Suisse qui s'appelle Workplace Evolutionaries, qui dépend de l'IFMA. On travaille beaucoup sur les stratégies d'environnement de travail. Et on parle beaucoup d'open space, de postes non dédiés, de postes dédiés, de working desk, les bureaux où on marche. Et à chaque fois, il y a ceux qui portent ces projets-là, ceux qui portent ces projets-là, ceux qui disent que le working desk c'est génial, que tout le monde devrait travailler debout, etc., etc. Et je dis très attention, on est tous différents avec des postures et des adaptations différentes, donc les postes doivent être aussi adaptés en fonction du type de collaborateur qu'on a. Quelqu'un qui est sous acétylcholine, pour parler de neurotransmetteurs, ce sont des créatifs, si je me rappelle bien. Un créatif qui est sous prédominance acétylcholine en neurotransmetteurs va avoir plutôt tendance, si on le met dans un espace complètement ouvert, en poste non dédié, on va le retrouver dans un coin de la pièce, complètement dos à tout le monde, avec un casque sur la tête, complètement fermé dans sa bulle, pour ne pas être impacté par tout ce qui est autour, parce qu'il a besoin d'être dans sa bulle. Et si en tant que manager, on n'a pas conscience de ça, on risque de le mettre dans une posture, dans un positionnement qui risque de le mettre mal à l'aise et de faire en sorte qu'il ne puisse pas donner toute sa potentialité en tant que collaborateur. Et le bon leader, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est le leader qui est capable de comprendre cette différenciation, qu'on est tous différents. On est 8 milliards sur la planète, on est 8 milliards d'êtres différents, et que le leadership, donc le management, doit passer par cette conscience de cette différenciation et donc adapter son management par rapport à ça. Et pourquoi l'adapter? Tout simplement pour pouvoir permettre à son collaborateur de pouvoir, non pas être heureux, parce que là j'entends souvent parler
de bonheur au travail, on l'entend partout, en Suisse, en France, mais non pas être heureux au travail, mais être heureux dans son travail. Et c'est une grande différence sur laquelle j'insiste beaucoup parce que énormément de choses sont faites au niveau des entreprises, au niveau des leaders, pour rendre leurs salariés heureux, mais ce sont des choses qui sont faites, on va dire des actes, des process qui sont mis en place, des choses que l'entreprise va apporter aux salariés en fait pour soi-disant, enfin pour amener du bonheur au travail. En fait, moi j'appelle ça la qualité de vie au travail, plus que le bonheur au travail. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans nos schémas neuro-émotionnels, les choses deviennent vite, et vous le savez, deviennent vite des habitudes. J'ai un exemple sur Genève, à l'Organisation des Nations Unies. La restauration de l'ONU, on avait parlé sur un événement de l'IFMA, où tu n'étais pas là, la restauration à l'ONU est une restauration qui est très haut de gamme, à un prix très modique pour Genève, et c'était pris au départ comme un avantage pour que les salariés soient heureux, et en fait c'est vite devenu une entrave énorme. Pourquoi? Parce qu'on le sait, quand on apporte quelque chose à des collaborateurs, et qu'on reste dans cette vision du bonheur au travail, dans les acquis, ça devient très vite un acquis et une normalité. Et on le sait d'un point de vue neuro-hormonal, c'est que, le Dr Breuning en a très bien parlé tout à l'heure, on va donc sécréter, c'est tout nouveau, c'est tout beau, il y a la dopamine qui arrive, etc. Sauf que la dopamine, elle reste 15 minutes. Et après, elle s'en va. Et à partir de là, les choses deviennent vite naturelles et deviennent vite un acquis. Et le bon leader, c'est celui qui doit comprendre tout ça pour pouvoir, qu'il soit encore une fois un homme ou une femme. Je fais juste une petite aparté là-dessus. C'est que pour organiser très souvent des séminaires, pour voir en entreprise les gens qui sont présents dans les séminaires, et pour organiser des séminaires inter-entreprises, donc les gens ne sont pas obligés de venir, les gens viennent de leur plein gré, parce qu'ils sont intéressés par le sujet. Quand on fait des webinaires en ligne, etc., il y a quand même plus de 80%, même 90%, 80-90% des inscrits à ces séminaires qui sont des femmes. C'est-à-dire que les premières, et ça c'est un constat, et il n'y a pas de, je ne sais pas s'il y a un cerveau masculin, un cerveau féminin, mais c'est juste quelque chose qui est très réel, c'est que dans ce travail sur la conscientisation de la différence et de ce changement de paradigme d'un point de vue managérial et d'un point de vue de leadership, la gente féminine est quand même beaucoup plus sensibilisée à ce genre de vision, et c'est principalement elle qui s'inscrit. Et on observe, quand on est, pour moi, le bon manager, c'est le manager qui va non pas être attentif au bonheur du salarié dans son travail, à la qualité de vie, mais de son bonheur dans son travail. C'est-à-dire faire en sorte de lui permettre individuellement à pouvoir accéder à son propre bonheur. Encore une fois, l'entreprise n'est pas obligée de porter le bonheur à son collaborateur, à son salarié. Ni le manager, ce n'est pas le rôle du manager. Le rôle du manager, c'est d'optimiser la potentialité d'un collaborateur. Et pour l'optimiser, il faut que ce collaborateur soit pleinement, on va dire, heureux dans ce qu'il fait. Et pour moi, c'est une certitude, une réalité. Et il ne peut être heureux, il ne peut avoir ce droit au bonheur, parce qu'encore une fois, le bonheur ne vient pas de l'entreprise, mais vient du collaborateur lui-même, de ce qu'il a en lui. Et je vais vous raconter une petite métaphore juste pour finir, pour que vous preniez conscience de ça. Mais le rôle du manager, c'est de faire en sorte d'apporter tous les outils et tous les moyens et toute sa vision de manager pour permettre à ce collaborateur de pouvoir accéder à son droit au bonheur. Pour finir, pour que vous compreniez bien, je vais vous raconter une petite histoire, une métaphore. J'adore les métaphores, je trouve que quand on est en consulting ou en formation, ça passe très bien. La métaphore de l'orange, est-ce que vous la connaissez? Non. Non, de l'orange. Si vous prenez une orange et que vous la pressez, qu'est-ce qui sort de cette orange? Du jus des pépins. Nous sommes tout à fait d'accord, du jus. Mais est-ce que c'est du jus de raisin? Est-ce que c'est du jus de cerise? Est-ce que c'est du jus de pomme? Non, c'est du jus d'orange. Quand on presse un fruit, il ne sort de ce fruit que ce qu'il a en lui. Quand on prend quelqu'un et qu'on le met sous pression, que cette pression soit positive ou négative, s'il sort de cette personne du stress, du mal-être,
je vais même dire dans les process de TMS, de troubles musculo-squelettiques, des process inflammatoires. C'est que ce stress, ce mal-être et cette inflammation, cette personne, elle a en elle. Les autres, le management, les contraintes physiques, les circonstances, l'environnement, ne sont que le presse agrume qui vient mettre cette personne sous pression. Et le rôle d'un bon leader, pour moi, dans une entreprise, c'est de prendre conscience de ça pour faire en sorte d'apporter tous les outils derrière pour que ce stress, cette inflammation et ces souffrances ne soient pas dans son collaborateur, de façon à ce que, quel que soit le stress, la pression qu'il va lui mettre derrière, eh bien, il ne sorte que du positif de ce collaborateur. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une question à poser. Donc, ce que Sylvain vient de développer par rapport au bonheur dans le travail s'inscrit dans ce que nous appelons à la Ligue mondiale pour le droit au bonheur, le principe de l'entreprise de l'aimer faire. Donc, vous trouvez plus d'informations sur le site droitaubonheur.org. Si cela vous tente, bien sûr. Juste pour info aussi, je n'ai pas mon livre qui est là, mais je suis moi-même, Muriel l'a indiqué tout à l'heure, auteur d'un livre qui a été édité aux éditions Idéo et qui est diffusé par Hachette. Moi, j'avais quand même une question. Oui, volontiers. Merci. Alors, pardon, le livre, Le livre, oui, il qui s'appelle a comment? été réédité parce qu'au bout de 3 semaines, il était déjà en rupture de stock en France, en Suisse et en Belgique, je crois. S'appelle Le pouvoir de tout changer, des éditions Idéo. Oui, au niveau, donc dans une entreprise, vous pouvez avoir des collaborateurs effectivement qui sont stressés, qui sont sous pression, qui ont un mal-être, mais ça ne vient pas forcément de ce qu'ils vivent en entreprise, et de ce qui, donc c'est aussi de leur vie privée. Donc comment le manager peut les aider sans trop non plus interférer dans leur vie privée, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Alors il y a des process qui sont mis en place, notamment qu'on met en place au travers de la Ligue, mais qu'on peut faire même en dehors des certifications de la Ligue, qui sont notamment des process de compréhension, notamment en neuromanagement, compréhension des modes de fonctionnement des collaborateurs, de façon à faire en sorte d'apporter des outils aux collaborateurs, des clés qui lui permettront à la fois de pouvoir mieux s'adapter. Moi, je suis un fan de ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. Je sais pas, il y a une phrase qui est très très connue de la part de, je crois que c'est Gandhi, ou il me semble que c'est Gandhi ou Dalai Lama qui l'a dit, je me rappelle jamais, je me trompe toujours entre les deux, qui dit l'important dans la vie, c'est pas tant ce que l'on vit, l'important c'est la vision que l'on en a. Et moi j'ai modifié cette phrase, notamment dans mon livre où je marque, l'important dans la vie, c'est pas tant ce que l'on vit, l'important c'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter à ce que l'on vit, et donc la vision que l'on en a. Et les outils qui peuvent être apportés justement à ce manager pour pouvoir changer cette vision que le collaborateur a de sa vie de tout court, pas que de la vie dans l'entreprise, hein, parce qu'en fait le collaborateur ne va rapporter dans l'entreprise que ce qu'il vit au quotidien, tout le temps. Et ça va juste être amplifié par le fait qu'il va subir peut-être un peu plus de pression dans l'entreprise, mais qu'il a au fond de lui, il a toujours. Et le rôle pour moi, le manager doit avoir des outils à sa disposition pour pouvoir apporter des solutions à ce collaborateur et à d'autres, parce qu'on vit tous des contraintes, on vit tous des problèmes dans nos vies perso, et d'apporter tous les outils pour que le collaborateur puisse changer des choses dans sa vie tout court, de A à Z. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas dire, mais sur à peu près 168 heures qui durent une semaine, on ne passe que entre 35 heures en France et 41 heures en Suisse, en moyenne, à travailler. Ça veut dire qu'on passe plus de 120 heures à ne pas travailler, dans lesquelles on peut subir aussi des contraintes qui soient posturales, émotionnelles, psycho-émotionnelles ou autres. Et le rôle du manager, c'est de pouvoir apporter des outils derrière, notamment à travers de séminaires comme des séminaires de neuromanagement, pour que le collaborateur ait les clés pour pouvoir changer des choses dans sa vie tout court. Le rôle du manager, c'est pas de déterminer, il n'est pas diagnosticien, donc il n'a pas à déterminer le mal-être. Pourquoi la raison du pourquoi. D'accord, mais aujourd'hui, d'un point de vue entre guillemets légal, le chef d'entreprise, il a quand même beaucoup
qui porte quand même beaucoup de notions de responsabilité. Bien On sûr. parle beaucoup de QVT, la qualité de vie au Qualité de vie, travail. tout à fait. Donc c'est aussi à lui de faire en sorte que, et il n'a pas Ah, toutes mais les clés de... Bien sûr, mais attendez, ça n'empêche pas, pour moi, dans le bon leadership et dans le bon management, ça n'empêche pas le chef d'entreprise d'apporter, de ne pas, enfin, je veux dire, ça ne retire pas le fait qu'il a pour rôle aussi, pour mission, d'apporter ces outils, d'apporter cette qualité de vie au travail à ses collaborateurs, d'apporter des clés pour permettre à son collaborateur d'être mieux dans son environnement de travail. Mais il peut apporter un plus. Il peut apporter, c'est ce qui va faire différence entre un bon leader et un excellent leader. C'est qu'un bon leader, il va apporter ses outils et il va apporter ce qu'il doit faire dans son entreprise. Un excellent leader, pour moi, va s'intéresser à l'humain. Je suis très très tourné autour de l'humain. Pour moi, ma priorité, et comme pour tous les gens qui sont, je pense, ici, la priorité dans une entreprise, c'est pas les process, c'est pas tant les process qui sont mis en place, c'est l'humain au centre des process. Et le rôle du très 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 bon leader, c'est d'apporter des outils complémentaires, supplémentaires, qui vont permettre à son collaborateur de pouvoir avoir d'autres. Il y a des tas d'entreprises et des tas de leaders qui amènent des stages de conscience, de pleine conscience à leurs collaborateurs pour leur permettre d'atteindre d'autres niveaux, de pouvoir aider, qui font qui amènent des séances d'hypnose, qui amènent des séances de réflexologie, qui font faire venir des thérapeutes en EMDR ou en EFT, etc., pour faire lâcher les schémas émotionnels existants. Ça, pour moi, ce sont des actes justement en plus qui vont faire toute la différence entre un bon leader et un excellent leader. Parce que l'excellent leader va être encore plus tourné vers son collaborateur et comprendre que tout ce qui peut le miner, tout ce qui peut lui parasiter la vie dans sa vie de tous les jours, va venir être amplifié par la pression qu'il peut subir, encore une fois, de positive ou de négative au sein de son travail et de son entreprise. Petit commentaire, question. Et quand c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire quand c'est les collaborateurs qui sont un peu parasites pour le manager, en fait. C'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément tous les outils pour nous protéger nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va prendre de cette personne, on va essayer d'aider, on est hyper empathique, mais en fait, on a tellement de réclamations ou parce que ça ne se passe pas forcément hyper bien, parce qu'il y a différents niveaux de strat et de management aussi. Il faut savoir aussi comment nous, on peut se protéger des collaborateurs. Il y a des tas d'outils pour ça. Il y a des tas d'outils, mais encore ça passe encore par la formation des managers. Il y a des outils dans cette conscientisation de nos modes de fonctionnement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure sur un certain niveau, mais encore, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on fonctionne tous sur des modes différents. Et je ne sais pas, vous avez lu les accords Toltec? Les 4 accords. Pour moi, ils sont parfaitement adaptables en entreprise, et en tant que manager, en tant que leader. Et il y a un des accords, c'est le deuxième, c'est quoi que l'on dise, ne le prends pas pour personnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 8 milliards d'individus sur la planète, et quand on est dans cette conscience-là, ça change énormément la vision qu'on peut avoir du management. Il y a 8 milliards d'individus sur cette planète, il y a 8 milliards de réalités différentes. 8 milliards de mondes différents. Votre réalité n'est pas la même que la mienne, ni que la vôtre, ni que la vôtre. Parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes peurs. Donc on ne croit pas aux mêmes choses. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est leader, il faut être dans cette conscience qu'on est différent et qu'on a des valeurs. D'où l'importance pour le leader de faire un travail régulièrement. Par exemple, c'est un exemple, c'est un travail sur la grille des valeurs. Pour comprendre que les valeurs, et pour pouvoir décrypter les valeurs de ses collaborateurs, pour comprendre que si le collaborateur il réagit comme ça et qu'il nous dit ça, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est pas parce qu'on lui met trop de pression, c'est pas pour ça, telle raison, c'est tout simplement parce qu'il ne fonctionne pas sur le même principe que nous. Mais on ne peut le faire que si on fait un travail personnel dessus, et si on peut faire un travail avec ses collaborateurs. C'est pareil pour les modes, ce qu'on appelle en PNL, les stratégies de communication, les stratégies de fonctionnement. On n'a pas tous les mêmes. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Kipler qui parlait c'était les hommes de Mars et les femmes de Vénus. Il y a peut-être des femmes de Vénus et des hommes de Mars, mais toujours est-il que c'est chez les Vénusiennes, il y a celles qui fonctionnent selon 4 types de modes de stratégie de fonctionnement, et puis chez les Martiens, de la même façon, on a 4 types de stratégies de fonctionnement différents. On ne fonctionne pas tous sur les mêmes modes de communication. Et quand on prend conscience de ces modes de communication différents, on peut décrypter les modes de communication de ses collaborateurs et donc pouvoir s'adapter et à pouvoir appliquer à ce moment-là le deuxième accord Toltec, ne rien prendre de personnel. Parce que
on dit plein de choses. Donc, ça permet, ces outils-là permettent, encore faut-il les travailler, de pouvoir avoir une vision différente et pouvoir mieux s'adapter et ne pas être parasité par les collaborateurs. Se protéger, absolument. J'ai répondu. Ça dans votre livre? Ah, il y a tout ça dans mon livre. Ok, très bien. Il y a bien plus encore. Et plus encore. Il y a plus encore dans le séminaire qui se déroule demain et après-demain à Paris, à Vincennes, sur les neurosciences et le management, optimiser vos potentiels de manager grâce à vos neurones.